Le téléphone a vibré juste au moment où je faisais la vaisselle après le petit déjeuner. Claire était partie la veille chez sa mère. Elle avait soi-disant besoin d'espace, de calme, de temps pour elle. J'ai attrapé mon portable d'une main mouillée et j'ai vu un message du restaurant au Cerf d'Or. Table romantique pour 2 réservée pour ce soir comme toujours, monsieur Moreau. Nous vous attendons à 19h30. Je suis resté figé, une assiette à la main fixant ces mots comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Comme toujours, je n'y étais pas allé depuis plus d'1 an, peut-être plus. Au Cerf d'Or, c'était notre endroit, le nôtre depuis le tout début. C'est là que Claire m'avait regardé pour la première fois à travers la lueur des bougies, en disant qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec moi. C'est là que je l'avais demandé en mariage, un genou à terre près de la même table dans le coin avec vue sur la vieille place de Paris. Nous avions cessé d'y aller parce que la vie nous avait happés. Le travail, le crédit, le quotidien. Ou du moins, c'est ce que je m'étais persuadé. J'ai reposé l'assiette très prudemment pour ne pas trembler. J'ai appelé le restaurant. La serveuse, celle qui nous servait toujours, Madame Sylvie, a décroché joyeusement. « Bonjour, monsieur David. Tout est prêt pour ce soir comme toujours. » Comme toujours. Ces 2 mots me brûlaient. « Excusez-moi, mais il doit y avoir une erreur. » dis-je en essayant de paraître normal. « Je n'ai rien réservé. » Silence. Je l'entendais taper sur son clavier. « Ah oui, pardonnez-moi. C'est une réservation au nom de Moreau, mais... Oh, je vois maintenant. C'est au prénom de Claire. Madame Claire Moreau. Elle réserve chez nous tous les mois. Toujours la même table, toujours la même heure. Je pensais que vous saviez. » J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, le téléphone à la main. Le carrelage était froid. Tout était froid. Tous les mois, toujours la même table. Notre table. Claire était partie chez sa mère. Sa mère habite à Bordeaux, à 5 heures d'ici, et le restaurant est ici, à Paris, à 5 minutes de notre appartement. Je n'ai pas pleuré. C'est étrange, mais les larmes ne sont pas venues. À la place, j'ai ressenti autre chose. Le vide est un mot trop faible. C'était comme si quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur à la petite cuillère, ne laissant qu'une forme humaine, une coquille. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert son armoire. Les vêtements étaient bien rangés, tout à sa place. J'ai trouvé la robe noire, celle qu'elle portait lors de notre première soirée au Cerf d'Or. Elle disait toujours que c'était sa robe porte-bonheur. Là, elle était suspendue au bord comme si elle avait été utilisée récemment. J'ai vérifié l'étiquette, pressing tout frais, daté de la semaine dernière. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à me remémorer les derniers mois. Tous ses voyages chez sa mère. Tous les week-ends où elle devait rester plus tard au travail. Toutes les soirées où elle rentrait riante, sentant ce parfum qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ou peut-être ne voulais-je pas voir? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Les relevés de cartes de crédit. Claire payait toujours avec sa carte au restaurant. Elle disait que c'était son plaisir. Et ils étaient là, chaque mois, réglés comme une horloge. Au Cerf d'Or. Parfois 2 dîners en 3 jours. Parfois des factures dont les montants indiquaient un vin de la réserve spéciale. Celui que nous gardions pour nos anniversaires. Le téléphone a sonné. Claire. Pendant un instant, j'ai regardé sa photo sur l'écran. Celle prise l'été dernier à la mer. Souriante. Heureuse. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un message. « Chérie, maman va mieux. Je rentre demain soir. Tu me manques. » J'ai répondu. « Super. Moi aussi. » Mais elle ne me manquait pas. Le manque exige d'avoir des sentiments pour quelqu'un que l'on connaît. Et j'ai soudain réalisé que je ne connaissais pas la femme avec qui je vivais depuis 8 ans. Au lieu du manque, je ressentais autre chose. Quelque chose de froid, de tranchant, de précis. Je suis retourné sur mon téléphone et j'ai ouvert le message du restaurant. Je l'ai relu. Table romantique pour 2 réservées pour ce soir, comme toujours. Aujourd'hui, Claire était censée être chez sa mère à Bordeaux, et une table l'attendait ici, à Paris, à 19h30. J'ai souri. Pour la première fois de la matinée, ce n'était pas un sourire agréable. J'ai écrit un message à Madame Sylvie du restaurant. « Désolé pour la confusion, tout est en ordre pour la réservation. Je serai là à 19h30, mais je voudrais un changement. Faites une table pour 4 personnes. 4. Car quelqu'un devait bien être assis avec ma femme à cette table.
Quelqu'un qui buvait notre vin la regardait dans les yeux à la lueur de nos bougies, tenait sa main à notre place. Et maintenant, il était temps que tout le monde s'assoie ensemble. Que cette soirée romantique devienne inoubliable pour de toute autre raison. La réservation a été confirmée. Table pour 4. Au Cerf d'Or. Ce soir, à 19h30. J'avais encore quelques heures pour me préparer. J'étais assis dans ma voiture en face de l'appartement, avec le vieux portable de Claire. Non, je ne l'avais pas volé. Je savais simplement où elle gardait son ancien modèle, celui d'il y a 2 ans, qu'elle gardait, au cas où. Il était dans le tiroir de la table de nuit, allumé avec une carte SIM prépayée qu'elle avait achetée dans une station-service. Je l'avais vérifié plus tôt. J'y ai trouvé les messages. Je n'ai pas eu besoin de lire longtemps. Les quelques premiers ont suffi pour que tout devienne clair comme de l'eau de roche. Tu me manques, ce soir sera à nous. Ta robe était magnifiquement éparpillée sur le sol. La prochaine fois, reste pour la nuit. Dis-lui que c'est une conférence. Son numéro était enregistré sous un prénom. Lucas. Je ne connaissais aucun Lucas. Ou je le connaissais, mais je ne m'en souvenais pas. Il y avait un autre détail. La photo de profil. Un homme en costume, souriant, tenant un verre de vin. En arrière-plan, j'ai reconnu l'intérieur du Cerf d'Or. J'ai fait une copie de tous les messages, de toutes les photos. Il y avait des photos qui m'ont noué l'estomac. Claire dans notre chambre, dans la lingerie que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Claire dans un hôtel que je ne reconnaissais pas. Claire embrassant quelqu'un sur la joue dans un bar sombre. J'ai tout gardé. Ensuite, j'ai commencé à creuser. Lucas Dubois. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux en 5 minutes. Il travaillait dans la même entreprise que Claire, au service marketing, 3 étages plus haut. Marié. 2 enfants, un garçon et une fille, souriant sur les photos, à la maternelle. Sa femme, Sophie, était dentiste. Elle avait son propre cabinet dans le centre historique. Une idée a germé. Sophie Dubois. J'ai cherché le numéro de son cabinet et j'ai appelé en me faisant passer pour un patient. J'ai pris rendez-vous pour demain. La réceptionniste était aimable, professionnelle. Elle a demandé si c'était urgent. J'ai dit que oui, très. Mais tout ça pouvait attendre. J'avais d'autres choses à régler maintenant. Je suis allé au bureau de Claire. Je me suis garé dans le parking souterrain près de sa place. Elle était vide. Évidemment, puisqu'elle était chez sa mère. J'ai attendu 1 heure. À 16 heures, une Mercedes sombre est descendue. Lucas en est sorti détendu, parlant au téléphone. Il est entré dans l'ascenseur. J'ai attendu 15 minutes et je suis monté à son étage. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Je crois que je devais le voir de mes propres yeux, m'assurer que tout ça n'était pas une mauvaise blague. Je me suis tenu près de la machine à café dans le couloir et j'ai attendu. Il est finalement sorti de son bureau, riant avec quelqu'un à propos d'une réunion. Il était plus grand que moi, bien bâti, sûr de lui. Il ressemblait à ces gens qui n'ont jamais eu à se soucier de rien dans leur vie. Tout leur était venu facilement. Il regardait son téléphone en écrivant un message. Il a souri à l'écran. Et soudain j'ai compris. Ce sourire. C'était un sourire pour ma femme. Pour Claire. Pour la femme qui m'avait juré fidélité il y a 8 ans dans une petite église près de Paris. Je suis rentré chez moi et je suis passé à l'action. J'ai appelé Sophie, la femme de Lucas, depuis un autre numéro, mon téléphone professionnel que je n'utilise que pour les affaires. Je me suis présenté comme un collègue de son mari. J'ai dit que nous organisions une surprise d'anniversaire pour Lucas et que nous aimerions qu'elle vienne. Aujourd'hui à 19h30, au restaurant Au Cerf d'Or. Elle a hésité. Elle a dit que c'était étrange, car l'anniversaire de Lucas n'était que dans 1 mois. J'ai convenu que c'était une surprise anticipée, mais que c'est justement pour cela que ce serait encore plus surprenant. Après un instant, elle a accepté. J'ai entendu de la joie dans sa voix. Ils passaient rarement du temps ensemble, a-t-elle expliqué. Ils travaillent tard, toujours occupés. Elle pleurait presque de gratitude que quelqu'un ait pensé à lui faire une surprise. J'ai failli avoir pitié d'elle. Failli. Ensuite, j'ai appelé le restaurant et demandé à parler au propriétaire, Monsieur Henry. Nous nous connaissions depuis des années. Je lui ai brièvement expliqué la situation. Il était bouleversé. Au Cerf d'Or était un restaurant familial. Il respectait en l'amour, le mariage, les traditions. Le fait que quelqu'un utilise son établissement pour une trahison le blessait personnellement. Il a offert son aide. Je ne lui ai demandé qu'une chose, qu'il s'assure que les 4 personnes sont assises à la même table, et que ce soit Madame Sylvie qui nous serve, celle qui avait vu notre histoire depuis le début.
Celle qui avait pleuré quand Claire avait dit oui, il y a 8 ans. Monsieur Henry a promis. À 18 heures, j'ai pris une douche, j'ai mis un costume, le même que celui de mon mariage. Bleu foncé, parfaitement ajusté, sentant encore la lavande que Claire utilisait toujours pour l'entretien des vêtements. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air calme. Je respirais régulièrement. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose que je ne savais nommer. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus primaire. Un sentiment de justice, peut-être. Ou simplement la fin de la souffrance dans l'ignorance. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit vers le centre historique. 19h15. J'avais encore un moment. Je me suis garé 2 rues plus loin et j'ai marché. Paris était magnifique à cette heure. Les touristes flânaient. Les lampadaires étaient déjà allumés. Les restaurants pleins de vie. Je me suis arrêté devant Au Cerf d'Or. À travers la vitre, j'ai vu Claire. Elle était assise à notre table dans sa robe noire portant les mêmes perles que je lui avais offertes pour notre anniversaire. Les cheveux relevés, le maquillage parfait. Elle était sublime. Et elle était seule. Pour l'instant. J'ai sorti mon téléphone et vérifié les messages. Lucas lui avait écrit il y a 10 minutes. J'arrive, chérie. Tu m'as manqué. Sophie avait confirmé sa présence. Je suis tout prêt. Merci pour l'invitation. Tout le monde convergeait vers le même endroit. Vers notre endroit. Vers la fin d'une histoire et le début de quelque chose de complètement différent. Je suis entré. Madame Sylvie m'a accueilli d'un hochement de tête, avec de la compassion et de la détermination dans le regard. Je me suis dirigé vers la table. Claire a levé les yeux et m'a vu. Son visage s'est crispé en 1 seconde. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte. Pendant un instant, nous nous sommes regardés en silence. David, sa voix était basse, incertaine. Elle a essayé de sourire. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis chez ma mère à Bordeaux. J'ai terminé pour elle. Je me suis assis sur la chaise en face, la même où j'étais assis il y a 8 ans quand je l'ai demandé en mariage. La réservation était au nom de Moreau. Je me suis dit que j'allais vérifier pourquoi notre place était toujours prise chaque mois. Elle a blêmi. Elle a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Je voyais son esprit travailler fébrilement, cherchant une issue, une excuse, n'importe quoi. Je connaissais cette expression. Je l'avais vue des centaines de fois quand elle essayait d'inventer quoi faire à dîner ou aller en vacances. Mais maintenant, elle cherchait un mensonge qui pourrait la sauver de la vérité. Ce n'est pas... David, je peux expliquer? Tu n'as pas besoin. Je l'ai interrompu calmement. Je sais tout. Je sais pour Lucas. Je sais pour le téléphone dans le tiroir. Je sais pour chaque soirée, chaque mensonge, chaque instant où tu me regardais dans les yeux en disant que tu devais rester plus tard au travail. Les larmes lui sont montées aux yeux. Vraies ou fausses, je ne savais plus dire. Peut-être qu'elle ne le savait pas elle-même. David, je suis désolé. C'était une erreur. La porte du restaurant s'est ouverte. Lucas est entré, détendu, avec un bouquet de roses rouges, les mêmes que j'achetais pour elle autrefois. Il a regardé notre table et s'est figé net. Son regard passait de moi à Claire, essayant de comprendre la situation. « Claire » a-t-il dit avec incertitude. « Lucas ». J'ai répondu à sa place, en me levant et en tendant la main. « Enchanté. Je suis David, le mari. » Il ne m'a pas serré la main. Il restait là comme une statue, les roses s'affaissant un peu. Maintenant, Claire pleurait pour de bon, des sanglots silencieux qu'elle essayait d'étouffer avec sa main. « Écoutez, je ne... » a commencé Lucas, mais il s'est arrêté. Il n'y avait pas de bons mots pour une telle situation. « Je vous en prie, asseyez-vous. » J'ai indiqué la 3e chaise à la table. « Nous attendons encore une personne. »« Une personne » a-t-il répété, mais il s'est assis. Le choc faisait visiblement son effet. Claire me regardait avec ce qui ressemblait à une terreur grandissante. « David, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas eu besoin de répondre. La porte s'est ouverte à nouveau et Sophie est entrée. Elle regardait autour d'elle dans le restaurant, cherchant des visages familiers. C'était une femme menue, jolie, dans une robe claire toute simple. Elle avait l'air de quelqu'un qui fait des efforts pour être belle pour son mari. Madame Sylvie s'est approchée d'elle et a indiqué notre table. Sophie s'est approchée avec un sourire, mais le sourire a disparu quand elle a vu Lucas assis à une table avec une autre femme et un homme inconnu. « Lucas, qu'est-ce qui se passe »
Je croyais que c'était une fête surprise pour toi, mais... Elle s'est tue en regardant nos visages. Madame Sophie? Je me suis levé et j'ai délicatement tiré une chaise pour elle. Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle David. Voici ma femme, Claire. Et voici, comme vous le savez déjà, votre mari, Lucas. Sophie est restée immobile, essayant de comprendre. J'ai vu le moment où la vérité l'a frappée. Ses yeux se sont écarquillés, son visage a pâli. Elle a regardé Lucas, puis Claire, puis leurs mains sur la table qui se touchèrent presque. Lucas, sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Sophie, Ce n'est pas. Lucas s'est levé brusquement, essayant d'atteindre sa femme. Mais elle a reculé. Ne me touche pas, a-t-elle dit doucement, mais fermement. Madame Sylvie s'est approchée avec le menu, mais Monsieur Henri l'a discrètement retenu. Le restaurant a commencé à devenir silencieux autour de nous. Les autres clients sentaient qu'il se passait quelque chose d'important. Vous vous demandez pourquoi nous sommes tous ici. J'ai commencé calmement, en les regardant chacun leur tour. Alors permettez-moi d'expliquer. Cet endroit, le Cerf d'Or, est particulier. C'est ici que j'ai demandé la main de Claire il y a 8 ans. C'est ici que nous nous sommes promis fidélité, amour, respect. Et puis nous avons cessé de venir, parce que la vie nous a occupés. Claire a caché son visage dans ses mains. Lucas regardait le sol. Sophie se tenait raide, comme quelqu'un qui a peur de tomber en morceaux s'il bouge. Mais Claire revenait ici. J'ai continué. Chaque mois. Toujours la même table. Toujours un dîner romantique. Sauf que ce n'était pas avec moi. C'était avec Lucas. À cette table, là où notre histoire a commencé, elle s'est terminée doucement. Soir après soir, mensonge après mensonge. David, s'il te plaît. Claire a essayé de m'arrêter, mais j'ai levé la main. Et Monsieur Lucas? Je me suis adressé directement à lui, à une femme et 2 enfants. Sophie, qui travaille dur dans son cabinet, qui reste probablement seule le soir à se demander pourquoi son mari rentre de plus en plus tard. Qui lui fait confiance, qui l'aime, qui croit en lui. Sophie s'est effondrée. Elle s'est assise lourdement sur la chaise et a commencé à pleurer, doucement, impuissante. Personne n'a essayé de la consoler. Que pouvait-on dire? J'ai pensé qu'il était temps que nous nous asseyions tous ensemble. J'ai sorti mon téléphone et j'ai posé sur la table une photo des messages entre Claire et Lucas. La vérité devait éclater au grand jour. Pas dans des hôtels sombres, pas dans des mensonges, sur des conférences et une mère malade. Ici, à l'endroit où tout a commencé. Claire fixait le téléphone comme quelque chose qui pourrait la détruire. Et elle avait raison. Lucas s'est levé brusquement. « C'est malade », a-t-il dit. « Tu ne peux pas juste... » « Je ne peux pas quoi. » Je l'ai regardé. « Je ne peux pas ruiner votre petit secret. Je ne peux pas dire la vérité à Sophie sur l'endroit où tu passes tes soirées. Elle a le droit de savoir. Tout comme j'avais le droit de savoir où était ma femme. » Silence. Même les autres clients du restaurant avaient arrêté de manger. Ils nous regardaient, timidement, mais avec curiosité. « Madame Sophie ?» Je me suis adressé directement à elle. « J'ai tous les messages, toutes les photos pour vous. Vous avez le droit de tout savoir. Et si vous décidez de divorcer, je serai volontiers votre témoin. » Sophie a levé les yeux. Les larmes coulaient encore sur ses joues. Elle a hoché la tête. « Claire, » ai-je dit finalement à ma femme, « demain je viens chercher mes affaires. Tu recevras les papiers du divorce dans la semaine. Garde l'appartement, garde tout. Je ne veux rien qui sente le mensonge. La seule chose que je veux, c'est que tu saches que cet endroit, qui était pour toi et pour lui le lieu sacré de votre trahison, est devenu un lieu de vérité, et il le sera toujours. » Je me suis levé. Monsieur Henri s'est approché et m'a serré la main. « La table numéro 7 portera désormais votre nom, » a-t-il dit doucement, « pour les gens qui cherchent la vérité. » Je suis sorti du restaurant, au Cerf d'Or. Pour la dernière fois, je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas voir Claire pleurer, Lucas confus, Sophie désespérée. J'avais déjà vu tout ce que je devais voir. Le lendemain, j'ai commencé une nouvelle vie. Claire a essayé d'appeler des centaines de fois. Je n'ai jamais décroché. Sophie a appelé une fois pour me remercier et m'informer qu'elle avait déposé sa demande. Lucas a perdu son travail. Sa femme connaissait personnellement le propriétaire de l'entreprise. Claire est restée, mais tout le monde savait. Et moi? J'ai loué un petit appartement avec vue sur la Seine. J'ai recommencé à zéro. Parfois, je passe devant le Cerf d'Or. Je n'entre jamais.
Mais je vois par la fenêtre la table numéro 7. Maintenant, il y a une petite plaque. La table de la vérité. Pour ceux qui cherchent la fin des mensonges. C'était ma vengeance. Pas de violence. Pas de destruction. Juste de la lumière. La vérité exposée au public. Tout ce qu'ils avaient construit dans l'obscurité a brûlé à la lumière. Et cela a suffi. Si vous regardez ça sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'a fait David. Vengeance juste ou est-il allé trop loin? La première nuit dans mon nouvel appartement a été la plus silencieuse de ma vie. Il n'y avait pas Claire qui rentrait tard et essayait d'être discrète, mais qui cognait toujours quelque chose dans la salle de bain. Il n'y avait pas son souffle à côté, ce rythme régulier qui m'apaisait autrefois pour dormir. Maintenant, le silence était plein, complet et étrangement purifiant. Je me suis réveillé, et pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Une petite pièce, des murs nus, par la fenêtre une vue sur la Seine. Je me suis souvenu, c'est ma nouvelle vie. Et j'ai souri. Mon téléphone affichait 114 appels manqués. Tous de Claire. 47 messages. J'ai lu le premier. David, je t'en supplie, parlons, ce n'est pas ce que tu crois. Le deuxième. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. C'était une erreur. Le 10e. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. J'ai tout effacé. J'ai bloqué le numéro. En revanche, j'ai pris un appel. De Sophie. Elle appelait à midi. Sa voix était plus calme qu'au restaurant, mais on y entendait une détermination d'acier. David, c'est Sophie Dubois. Je voulais te remercier pour hier. Je sais que c'était difficile pour nous tous, mais je devais savoir. Mon avocat prépare déjà les papiers. Et encore une chose. Mon frère travaille dans le journal local. Il aimerait te parler. De ce qui s'est passé, de la trahison, de la façon dont les entreprises devraient réagir aux liaisons entre employés. J'ai hésité. Un scandale public. Une partie de moi voulait déjà avancer, laisser tout ça derrière moi. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de chaque mensonge, de chaque soirée passée seule, savait que le monde devait savoir. Donne-lui mon numéro, ai-je dit. L'article est paru 3 jours plus tard. Trahison à la table numéro 7. Comment un homme d'affaires local a découvert la liaison de sa femme et aidé l'autre victime. Ils n'ont pas utilisé nos noms complets, mais à Paris, dans notre milieu, tout le monde savait. Les commentaires étaient partagés. Certains disaient que j'avais été cruel. D'autres, que j'étais courageux. La plupart, cependant, écrivaient à quel point ils compatissaient avec Sophie et moi. Claire a essayé de m'atteindre par des amis. D'abord, Michel, un vieux collègue, m'a appelé. « Écoute, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais Claire est désespérée. Elle dit que ce n'était qu'une brève erreur, qu'elle n'a jamais aimé personne comme toi. Michel, l'ai-je coupé. Ça a duré 1 an. Chaque mois, ils se retrouvèrent dans notre restaurant. Dans son téléphone, il y a des messages des 12 derniers mois. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Chaque soirée, chaque mensonge, chaque instant où elle me regardait dans les yeux en disant qu'elle travaillait tard. C'était des choix. Silence à l'autre bout du fil. « Tu as raison », a-t-il dit finalement. Désolé d'avoir appelé. Ensuite, c'était sa sœur, Anne. Elle a essayé une autre approche. « David, tu es un homme bon. Claire a commis une erreur, mais ne mérite-t-elle pas le pardon? 8 ans de mariage ne valent-ils pas une seconde chance? Anne, je vais te répondre par une question. Si ton mari faisait la même chose, pendant 1 an, te mentait quotidiennement, voyait une autre femme dans un endroit sacré pour votre couple, que ferais-tu? » Elle n'a pas répondu tout de suite. J'entendais son souffle au téléphone. « Je le quitterai probablement », a-t-elle admis doucement. Voilà. Mais Claire était tenace. Un soir, elle a frappé à la porte de mon nouvel appartement. Je ne sais pas comment elle a trouvé l'adresse. Probablement par quelqu'un du travail. J'ai ouvert la porte, et je l'ai vue là, debout, les yeux gonflés, portant un vieux sweatshirt, celui qu'elle aimait porter le week-end. « Je ne t'inviterai pas à entrer », ai-je dit tout de suite. « David, s'il te plaît, nous devons parler. Nous ne devons rien du tout. Tout a déjà été dit, au restaurant, à la table numéro 7. Tu te souviens? Je t'aime, a-t-elle dit désespérément. Je sais que ça paraît stupide après tout ça, mais c'est vrai. Lucas, c'était idiot. C'était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui m'admirait, qui me disait des choses que j'avais cessé de dire. J'ai fini pour elle.
Parce que j'étais trop occupé à travailler pour notre vie commune? Parce que je pensais ne pas avoir besoin de te draguer chaque jour, puisque nous étions mariés? C'est ma faute? Non, je ne... Elle a essayé de faire marche arrière, mais c'était trop tard. Claire, si tu avais besoin de compliments, tu aurais pu m'en parler. Si tu te sentais délaissée, nous aurions pu aller en thérapie. Mais au lieu de cela, tu as choisi la voie de la facilité. Les mensonges, la liaison, la trahison dans un endroit qui était le nôtre. Et maintenant tu veux le pardon parce que c'est difficile pour toi? Elle pleurait pour de bon maintenant. Le voisin d'en face a regardé curieusement mais s'est retiré en voyant la scène. Je mérite une punition, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je sais que je le mérite. Mais dois-je tout perdre? Toi, le respect des gens, mon travail, ton travail? J'ai plissé les yeux. Que s'est-il passé? Le directeur a dit que je créais une atmosphère toxique dans l'entreprise. Les gens s'éloignent de moi. Lucas ne travaille plus là-bas. Et moi, je crois que je vais devoir partir aussi. Je ne peux pas fonctionner là-bas. Tout le monde sait. Une partie de moi a ressenti une pointe de quelque chose. Pas exactement du regret, ni de la pitié. Peut-être juste de la fatigue face à toute cette situation. Mais la plus grande partie savait que c'était les conséquences de ses choix. Claire, chaque action a des conséquences. Toi et Lucas avez choisi la voie de la trahison. J'ai choisi la voie de la vérité. Je suis désolé que tu sois dans une situation difficile. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Je ne suis plus ton mari. Dans un mois, nous serons officiellement divorcés. Trouve-toi un nouveau travail, une nouvelle vie. Loin d'ici peut-être. Recommence à zéro, mais sans moi. David. Je te souhaite le meilleur, Claire. Vraiment. Mais pas ici, pas avec moi, pas dans ma vie. J'ai fermé la porte. Je l'ai entendue pleurer de l'autre côté pendant quelques minutes. Puis elle est partie. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle marchait dans la rue, voûtée, seule, une petite silhouette sous la lumière des lampadaires. Autrefois, j'aimais cette femme plus que quiconque au monde. Maintenant, elle n'était que l'ombre de ce qu'elle avait été. Ou peut-être n'avait-elle jamais été celle que je croyais. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge, le même que celui que nous buvions à notre anniversaire. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la scène. La vie continuait, sans mensonge, sans trahison, sans la douleur de faire semblant que tout allait bien. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti libre. Les semaines passaient et la vie prenait une nouvelle forme. Le petit appartement sur les quais est devenu ma forteresse de paix. J'ai acheté des plantes, chose que Claire n'avait jamais voulu à la maison, disant qu'elle n'avait pas le temps de s'en occuper. Maintenant, sur le rebord de la fenêtre, il y avait des pots d'herbes aromatiques, basilic, romarin, menthe. Leur odeur me réveillait le matin, me rappelant que c'était mon endroit, mes choix. J'ai commencé à faire des promenades le soir le long du fleuve. Paris au crépuscule était différent de celui que j'avais connu ces 8 dernières années. Peut-être parce que je le regardais avec des yeux neufs, sans le poids des mensonges qui m'écrasaient depuis un an. Un jeudi soir, alors que j'étais assis dans un petit café près de l'île de la Cité, j'ai croisé Sophie. Elle m'a remarqué aussi, a hésité un instant à s'approcher mais a fini par le faire. « Je peux m'asseoir » a-t-elle demandé avec incertitude. Bien sûr, elle avait l'air différente qu'au restaurant, plus calme, plus forte peut-être. Elle avait les cheveux lâchés, portait un jean simple et un pull, sans maquillage, sans masque. « Comment tu tiens le coup » ai-je demandé. Mieux que je ne le pensais. Elle a souri tristement. La demande de divorce a été déposée. Lucas n'a pas essayé de se défendre. Les enfants, c'est le plus difficile. Expliquer à une petite de 7 ans pourquoi papa n'habite plus avec nous. Mais la vérité vaut mieux que le mensonge, même si ça fait mal. Tu as raison. Et toi? Mieux aussi. Beaucoup mieux, honnêtement. C'est étrange, mais depuis que je sais que je ne suis pas fou, que mes intuitions étaient fondées, je dors plus paisiblement. Sophie a hoché la tête avec compréhension. Les gens me demandent si je ne regrette pas cette confrontation, cette scène publique. Ils disent que j'aurais pu régler ça en privé, en silence. Et que leur réponds-tu? Que si je l'avais fait en privé, ces deux-là auraient trouvé un moyen de convaincre tout le monde que c'était moi le problème. Que j'étais jaloux, contrôlant, fou. Mais maintenant, tout le monde sait la vérité. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et personne ne peut le contester. Nous avons discuté encore 1 heure. De la vie,
de la façon dont les gens gèrent l'après-trahison, de nos projets. Sophie pensait déménager à Lyon plus près de sa famille. J'envisageais de changer de travail, quelque chose qui me donnerait plus de temps pour vivre, moins d'heures absurdes au bureau. Au moment de partir, Sophie a touché mon bras. Merci David, pour cette soirée-là. Je sais que ça va paraître bizarre, mais c'était la meilleure et la pire chose qui me soit arrivée. La pire, parce que j'ai perdu mes illusions. La meilleure, parce que j'ai retrouvé ma dignité. J'ai hoché la tête. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'entreprise où travaillaient Claire et Lucas. La directrice des ressources humaines, Madame Leroux, voulait me parler. Nous nous sommes retrouvés dans un lieu neutre, près d'un cabinet de notaire. Monsieur Moreau, a-t-elle commencé officiellement. Je voulais vous informer que nous avons mené une enquête interne concernant Madame Claire Moreau et Monsieur Lucas Dubois. Leur relation était une violation de nos principes éthiques, d'autant plus qu'ils étaient tous deux mariés et utilisaient le temps de travail et les ressources de l'entreprise à des fins privées. J'écoutais en silence. Monsieur Dubois ne travaille plus chez nous. Madame Moreau a présenté sa démission hier. Je tenais également à m'excuser personnellement. En tant qu'entreprise, nous aurions dû remarquer les signaux plus tôt. Plusieurs personnes les ont vus ensemble, mais personne ne l'a signalé officiellement. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit. C'était leur choix. Malgré tout, nous nous sentons responsables. Et je voudrais vous proposer quelque chose, si vous le permettez. Notre entreprise organise des ateliers sur l'éthique au travail, sur les frontières entre vie privée et professionnelle. Accepteriez-vous de partager votre histoire? Anonymement, bien sûr, si vous préférez. J'ai réfléchi un instant. Mon histoire comme avertissement, comme leçon pour les autres. J'accepte, mais pas anonymement. Je veux que les gens sachent que la vérité finit toujours par éclater. Toujours. 1 mois plus tard, je me tenais devant un groupe de 50 employés de différentes entreprises. J'ai raconté mon histoire. Depuis le premier email du restaurant en passant par la découverte du téléphone, la confrontation, jusqu'aux conséquences. Les gens étaient assis en silence. Certains pleuraient. Après la présentation, plusieurs personnes sont venues me voir. Une femme, la quarantaine peut-être, m'a serré la main. Mon mari m'a trompé il y a 2 ans. Je lui ai pardonné parce que tout le monde disait que je devais le faire. Que le mariage demande du travail, du pardon. Mais je ne me suis jamais senti pareil. Aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai réalisé que je n'étais pas obligé de pardonner. Que je peux simplement partir et vivre dignement. Un autre homme, plus jeune que moi, a dit doucement « J'ai vécu une situation similaire. Mais je l'ai fait en silence, en privé. Elle a raconté à tout le monde que c'était moi le problème. Que j'étais contrôlant. Que j'avais détruit notre mariage par ma jalousie. Personne ne m'a cru. Je regrette de ne pas avoir eu votre courage. Ces conversations m'ont fait sentir que tout cela avait un sens. La douleur, l'humiliation, la confrontation publique, tout cela avait mené à quelque chose de plus grand, à une vérité qui pouvait aider les autres. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le Cerf d'Or. Par la fenêtre, j'ai vu la table numéro 7. Un jeune couple y était assis, ils se tenaient la main, riaient. Madame Sylvie leur racontait quelque chose, probablement l'histoire de la table. La jeune fille a regardé le garçon sérieusement, et il a hoché la tête. Peut-être que cela les aidera. Peut-être se souviendront-ils que la confiance est une chose fragile qu'il faut protéger. Le lendemain, j'ai reçu une lettre. De Claire. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, c'était par son avocat, lors de la finalisation du divorce. Là, elle écrivait personnellement. « David, je sais que tu ne veux pas me parler, et je le comprends. J'ai déménagé à Nantes. J'ai trouvé un travail ici, une nouvelle vie. Personne ne me connaît, personne ne me regarde comme une traîtresse. C'est un soulagement. Mais en même temps, chaque jour je porte le poids de ce que j'ai fait. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que tu as raison. Tu méritais la vérité. Et merci de me l'avoir donnée, même si c'était de cette façon. Cordialement. Claire. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. C'était sa conclusion à elle, sa façon d'essayer d'accepter les conséquences. Mais ma conclusion à moi était venue plus tôt. Ce soir-là, à la table numéro 7, la vie continuait. Plus lente, plus calme, plus vraie. 1 an après cette soirée au Cerf d'Or, je me tenais au même endroit, mais tout était différent.
Je n'étais pas seul. À côté de moi se tenait Madeleine, une femme que j'avais rencontrée 6 mois plus tôt lors d'une formation marketing. Elle était architecte, divorcée, avait un fils de 8 ans et des yeux qui disaient la vérité avant même que les lèvres n'aient le temps de prononcer quoi que ce soit. « C'est ici » a-t-elle demandé doucement en regardant la vitrine du restaurant. « Oui, c'est ici que tout s'est terminé. » Elle a serré ma main. Elle n'avait rien besoin de dire. Elle comprenait. Son ex-mari l'avait quittée pour une assistante plus jeune, la laissant avec l'enfant et le crédit. Nous connaissions tous les deux le goût de la trahison. Et nous savions tous les deux quel goût a la vérité. « Tu veux entrer » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Pendant 1 an, j'avais évité cet endroit comme la peste. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Mais peut-être que c'était justement pour cela que je devais le faire, pour me prouver que je le pouvais, que cet endroit n'avait plus de pouvoir sur moi. Allons-y. Monsieur Henry nous a accueillis à la porte. Il a souri en me voyant avec quelqu'un de nouveau. Monsieur David. Ravi de vous voir. Une table pour 2 ? Pour 2. Mais pas la numéro 7. Bien sûr. Il a compris immédiatement. Il nous a conduits à une table près de la fenêtre, avec vue sur une fontaine. Une autre place, d'autres souvenirs, ou plutôt une absence de souvenirs. Une page blanche. Pendant le dîner, Madeleine parlait d'un projet sur lequel elle travaillait. Une bibliothèque pour enfants, colorée, pleine de recoins pour lire. Elle parlait avec passion, avec cette lueur dans les yeux qui apparaît quand quelqu'un fait ce qu'il aime vraiment. Et j'écoutais vraiment, sans penser au travail, aux factures, à ce que je devais faire le lendemain. À un moment donné, j'ai remarqué du mouvement à la table numéro 7. Un jeune couple, peut-être 20 ans et quelques. Il s'est levé, a mis un genou à terre, a sorti une bague. Elle a couvert sa bouche de ses mains. Des larmes ont coulé sur ses joues. Elle a dit « Oui ». Le restaurant a éclaté en applaudissements. Madame Sylvie s'est approchée d'eux avec du champagne. J'ai vu qu'elle leur disait quelque chose en montrant la petite plaque près de la table. Ils écoutaient, devenant sérieux, puis se sont regardés et ont hoché la tête. La jeune fille a embrassé le garçon longuement, tendrement. « C'est beau », a dit Madeleine. « De nouveaux débuts dans un endroit qui se souvient des fins. Oui, j'ai approuvé. La vie continue. Pour tout le monde. » Après le dîner, nous sommes sortis et nous nous sommes promenés dans le quartier. Paris la nuit bouillonnait de vie, de touristes, de couples, de groupes d'amis. Chacun avait son histoire. Chacun portait ses blessures et ses espoirs. « Tu sais », a dit Madeleine en s'arrêtant près d'un pont. « Quand mon ex est parti, je pensais que c'était la fin, que je ne ferais plus jamais confiance à personne. Mais maintenant, avec toi, je sens que c'est peut-être possible de recommencer. Simplement différemment, plus intelligemment. Plus intelligemment. » J'ai répété. Oui, c'est le bon mot. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Sophie. Elle a envoyé une photo. Elle et les enfants sur une plage, souriants, heureux. Nouvelle vie. Merci pour cette soirée-là, elle a tout changé. J'ai répondu brièvement. Pareillement. Encore 1 mois à passer. J'ai reçu une invitation. De Monsieur Henry. Au Cerf d'Or célébrait son 20e anniversaire. Il y aurait un dîner de gala pour les habitués, pour les gens qui avaient fait l'histoire du lieu. J'ai hésité, mais finalement, j'y suis allé. Avec Madeleine. Le restaurant était plein. De visages connus, inconnus, tous liés par une chose, l'amour de cet endroit. Monsieur Henry a prononcé un court discours. Il a raconté l'histoire du restaurant, parlé des couples qui s'y sont rencontrés, fiancés, ont célébré leurs anniversaires. Et à la fin, il a mentionné la table numéro 7. Cet endroit nous rappelle que la vérité est la base de toute relation. Que sans confiance, l'amour devient un mot vide. Je voudrais demander à quelqu'un de particulier de dire quelques mots. Monsieur David ? Les gens ont regardé autour d'eux. Tout le monde ne savait pas qui j'étais. Mais certains, ceux qui avaient lu l'article, qui avaient été à mes ateliers, ont commencé à applaudir. Je me suis levé, incertain, mais Madeleine m'a envoyé un sourire encourageant. Je me suis approché du micro. Pendant un instant, je suis resté en silence, regardant tous ces visages. Il y a 1 an, ma vie s'est effondrée à cet endroit. Ai-je commencé? Et en même temps, c'est justement ici que je me suis retrouvé. La vérité est lourde. La vérité fait mal, mais la vérité guérit. Elle vous donne une fondation sur laquelle vous pouvez construire quelque chose de nouveau,
quelque chose de vrai. J'ai regardé la table numéro 7. Une jeune femme s'y tenait seule, lisant un livre. Cet endroit m'a appris qu'on ne peut pas construire l'avenir sur le mensonge, que la trahison n'est pas une erreur, c'est un choix, et que les conséquences de ces choix sont inévitables. Mais il m'a aussi appris qu'après la tempête vient toujours le calme. Après la douleur vient la guérison. Et qu'on peut toujours recommencer. Applaudissements. Bruyants, longs. Les gens se levaient. J'ai vu des larmes dans les yeux de certaines femmes, des hochements de tête chez les hommes. Madame Sylvie pleurait ouvertement. Quand je suis retourné à ma table, Madeleine m'a embrassé sur la joue. « Je suis fier de toi. » Plus tard, sur le chemin du retour, j'ai reçu un SMS, d'un numéro inconnu. J'ai vu votre discours sur une vidéo. Quelqu'un l'a mis sur YouTube. Je suis dans une situation similaire. Votre histoire m'a donné du courage. Merci. Et puis un autre. Et un autre. En 1 heure, j'ai reçu 20 messages. Des gens de toute la France. Des gens qui ont traversé une trahison. Qui se demandaient s'ils étaient fous, s'ils avaient raison, s'ils méritaient le mieux. Et là j'ai compris. Ce que j'avais fait au restaurant n'était pas seulement une vengeance. C'était une libération. Pour moi, pour Sophie, et maintenant pour des centaines d'autres personnes qui ont trouvé dans mon histoire quelque chose dont elles avaient besoin. La confirmation qu'elles méritent la vérité, la dignité, un amour sans mensonge. Cette nuit-là, dans mon petit appartement sur les quais, avec Madeleine dormant à mes côtés, j'ai regardé la ville par la fenêtre. Paris dormait, mais je veillais pensant à tout ce qui s'était passé. Claire, quelque part là-bas, à Nantes, construisait sa nouvelle vie. Lucas probablement aussi. Sophie et ses enfants recommençaient à zéro ailleurs. Et moi j'étais ici. Plus fort, plus sage, libre. La table numéro 7 rappellera toujours cette soirée-là. Mais maintenant, elle rappelait aussi autre chose. La force de la vérité, la valeur de la dignité. Le fait que parfois, la fin est le début de quelque chose de plus beau. Et que la vengeance n'a pas besoin d'être brutale pour être efficace. Parfois, il suffit de la lumière. Parfois, il suffit de la vérité. Et les conséquences viennent d'elles-mêmes. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'écrire dans les commentaires. Est-ce que David a agi correctement? Qu'auriez-vous fait à sa place? J'attends vos avis.